Donc aujourd'hui, le sujet, c'est peut-on développer plus vite les énergies renouvelables? Alors ça mérite quelques explications. Il y a des gens qui m'ont écrit en disant, mais vous êtes partisans, pourquoi n'avez-vous pas invité des opposants aux éoliennes? Alors j'ai dit, si c'est un débat pour ou contre les éoliennes, je ne suis pas sûr que l'école de Paris apporte une grande valeur ajoutée, mais voilà comment je vois les choses. Le 24 janvier 2022, nous avons fait un débat sur le sujet vers une pénurie d'électricité, point d'interrogation. Et c'était avant la guerre en Ukraine. Et on avait conclu que face à la demande d'électricité croissante d'énergie, euh, on- la guerre de religion entre le nucléaire, les économies, les énergies renouvelables était dépassée parce qu'on aurait besoin de tout pour faire face à la demande d'énergie. Et encore, on n'était pas sûr d'y arriver. Bon, avec l'Ukraine, on s'est rendu compte que c'était encore plus difficile que ce qu'on avait prévu. Donc, et puis, quand on voit les auditions des présidents d'EDF et autres sur la politique énergétique française, on voit que quand on prend un peu de liberté avec les contraintes, finalement, on risque de se retrouver mal, quitte on pourrait même avoir une politique énergétique catastrophique. Donc, moi, j'ai regardé les scénarios des uns et des autres, de Négawatt et d'autres, et du gouvernement, et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que les énergies renouvelables ne se développent pas du tout à la vitesse qui était anticipée par les différents scénarios, qui était souhaitée par beaucoup d'écologistes. Et donc, je disais, il y a quelque chose à éclaircir. Et on vient de me dire, Maxime Lavissière vient de me dire que le Figaro a aujourd'hui publié un article disant qu'on était 10% en retard par rapport à notre programme d'énergie renouvelable et que la France risque d'avoir à payer une amende à l'Europe. Donc, bon, bref. Alors, on dit, on a les choses, il y a une conversion des esprits. On dit maintenant, la solution, c'est de développer le nucléaire. Moi, je me rappelle, à l'école polytechnique, tous les élèves étaient contre le nucléaire. Maintenant, ils sont tous pour. Donc, il y a eu un changement récemment. Mais sauf que quand on veut développer le nucléaire, il faut 15 à 20 ans. Donc, 15 ans, il y en a qui sont sceptiques, mais je demande à voir des choses plus rapides. Et donc je dis, bien, on fera peut-être plus de nucléaire, mais plus tard. Donc, la question, c'est et les énergies renouvelables alors. Et donc, j'ai un petit peu instruit le sujet. Je savais que les énergies renouvelables rencontraient des obstacles sur le terrain, qu'il y avait un problème d'acceptation, mais j'ai découvert qu'il y avait d'autres obstacles industriels et du coup, que je ne soupçonnais pas. Et du coup, je pense que le sujet aujourd'hui sera pour aller plus vite, s'il est nécessaire d'aller plus vite, pour avoir de l'énergie, éviter de se faire de l'électricité au charbon. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour les énergies renouvelables? Alors, on va d'abord avoir François Yernard, d'Engie, qui va situer l'enjeu, puis Maxime Lavessière, qui nous parlera de l'acceptation sociale, et Michel Gioria, qui nous montrera les enjeux industriels qu'on ne soupçonne pas forcément. Voilà, je passe la parole à François Yernard. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Peut-être en quelques mots pour situer le débat. Donc déjà, la question d'Engie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Engie, c'est l'alliance d'un gazier historique et d'un électricien qui a fait le choix, il y a une dizaine d'années à peu près, de se concentrer sur la transition énergétique vers donc, la production d'énergie bas carbone. C'est même aujourd'hui la raison d'être de notre groupe, puisqu'elle est non seulement d'accompagner, mais elle est même d'accélérer cette transition vers les énergies et une économie bas carbone. Pour donner des ordres de grandeur un petit peu, un groupe comme le nôtre, ça représente à peu près 100 gigawattheures de capacité électrique à travers le monde. Pour remettre ça aussi dans le contexte, c'est peu ou prou la capacité historique du parc de production en France. Là, on l'a à travers le monde et 38 gigawattheures sur ces 100 sont d'origine renouvelable. Aujourd'hui, un groupe comme Engie s'engage fortement vers le développement du renouvelable puisque on cherche à atteindre 80 gigawatts de capacité de production à l'horizon 2030. Et pour cela, on va mettre entre 13 et 14 milliards d'euros sur la table, dont environ 50% sur la zone Europe. Voilà, alors après avoir dit ça, ce qui est intéressant aussi de remettre dans le contexte, aujourd'hui, évidemment, on va parler beaucoup d'électricité,
Néanmoins, comme je vous le disais, un groupe comme Engie va regarder la problématique énergétique de façon aussi globale. Alors évidemment, la production d'électricité, c'est un enjeu majeur, mais il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Quand on pense que dans un pays comme la France, environ 20%, 25%, allez, de la consommation énergétique globale, du bilan énergétique, correspond à l'électricité. Voilà. Alors évidemment, cette part va s'accroître, il va y avoir de nouveaux usages dans le digital, dans les transports, etc. Elle peut s'accroître, si on en croit les derniers bilans de RTE, à 55% à l'horizon de 2050. Mais donc ça montre un petit peu l'enjeu global que cela implique. Et donc, il est important aussi de remettre, je dirais, le contexte global en avant, c'est-à-dire que l'électricité est évidemment un élément de la décarbonation, mais il n'y aura pas que l'électricité. Et un groupe comme Engie croit effectivement énormément à ce qu'on appelle l'alliance de l'électron et de la molécule, c'est-à-dire que, on le sait tous, un système énergétique, ça a besoin d'être dimensionné à la pointe. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de chauffage quand il fait moins 10 degrés. Et donc, pour le coup, l'alliance et la combinaison de plusieurs énergies, donc ça passe aussi par le gaz et des formes de gaz décarbonés, hein, qui aujourd'hui sont aussi une solution, peuvent être des éléments à considérer. Alors, ayant dit ça, je vous rassure, on va très vite se concentrer sur l'électricité, mais c'est pour déjà aussi essayer de dézoomer un petit peu cette question-là. Au niveau de l'électricité, on l'a vu, les besoins sont énormes. Ils seront énormes en quantité, ils seront énormes en termes aussi de facteurs de charge et de flexibilité autour de ces facteurs de charge. Je ne reviens pas sur les enjeux d'urgence climatique. Je pense que tout le monde dans cet amphithéâtre est relativement convaincu de la nécessité justement d'aller vers plus de décarbonation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'actualité, on a eu justement le bilan RTE prévisionnel qui a commencé à donner quelques résultats. Et quand on regarde les 4 piliers sur lesquels ils disent qu'il faut s'appuyer pour justement avoir, alors c'est toujours le triptyque de l'énergie, hein, la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité en termes de coûts et la durabilité, donc en gros l'empreinte bas carbone. Donc c'est trouver un peu l'équation impossible entre ces trois paramètres. Ils insistent sur le fait qu'il y a 2 éléments importants évidemment du côté de la demande, qui sont la sobriété et l'efficacité énergétique. Mais il y a aussi 2 éléments du côté de la production, qui sont le nucléaire et les énergies renouvelables. Donc déjà, premièrement, et merci Monsieur Berry d'avoir commencé par ça, je pense qu'il est stérile et inutile d'essayer de monter des énergies les unes contre les autres. Je pense qu'on a besoin de toutes les énergies pour faire face justement à l'urgence climatique et aux besoins d'électricité qui arrivent dans les prochaines décennies. Et après, il y a la question effectivement du nucléaire qui prendra 15, 20 ans, on ne sait pas, mais pour justement se développer. Et donc, que fait-on dans l'intervalle? Et donc, dans l'intervalle, effectivement, on a des gisements de vent, de soleil qui peuvent être exploités et qui permettent de répondre notamment de façon compétitive et à ces enjeux. Dans ce contexte-là, il y a eu effectivement beaucoup de débats politiques. Un des débats politiques majeurs qui est apparu et qui s'est conclu donc, le 10 mars dernier, qui est la loi d'accélération pour la production des énergies renouvelables, qui a donc entériné un certain nombre de mesures. Alors, ces éléments-là sont, en tout cas, nous, en tant que développeurs, industriels, opérateurs d'énergie renouvelable, on les voit de façon très positive. Pourquoi? Parce que c'est un signal fort qui est donné par le pouvoir politique en faveur justement des énergies renouvelables. Alors évidemment, si vous nous demandez, on vous dira toujours, ça aurait pu aller encore plus loin, parce qu'effectivement, on considère qu'il y a encore d'énormes challenges à relever et effectivement, on a certainement des choses qui pourraient aller encore plus loin et plus vite. Néanmoins, on le voit vraiment comme un signal positif. Donc maintenant, là où on sera effectivement vigilant, c'est de s'assurer que l'ensemble de ces effets soit bien transcrit dans la réalité
Alors, il est en cours, hein, puisque les décrets d'application sont en cours de publication, etc. Mais donc, on serait extrêmement vigilant à ça. Et surtout, on souhaiterait que on ait au-delà des bonnes intentions, qu'il y ait un suivi dans les actions, via des tableaux de bord, des monitoring, etc., et que ce soit vraiment quelque chose dans lequel toutes les parties prenantes, les collectivités locales, le gestionnaire de réseau, les développeurs, etc., puissent justement, entre guillemets, euh, se montrer les uns les autres où ils en sont. Pourquoi? Parce que, comme dans tout projet industriel, on a besoin de beaucoup de compétences et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une compétence qui soit sur le chemin critique et qui soit problématique. Sinon, c'est toute la chaîne, évidemment, qui s'arrête. Donc, dans ce contexte-là, donc très rapidement, dans ce contexte-là, nous, on est aussi très vigilant et donc il faut conclure rapidement. Non, donc il y a un élément qui est effectivement essentiel pour nous, hein, ça va être effectivement la disponibilité du réseau, puisque qui dit renouvelable dit intermittence. Intermittence n'est pas forcément un gros mot, parce qu'intermittence, on sait aussi et on peut la gérer, mais il y a effectivement un côté variable de la production, il y a un côté décentralisé, et donc il y a un enjeu énorme autour des réseaux. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans nos échanges, mais pour le coup, c'est pour nous, en tout cas aujourd'hui en tant que développeurs et opérateurs, un point sur lequel on est extrêmement vigilant et sur lequel on souhaiterait avoir effectivement le plus de visibilité possible. Alors, on va donc passer à Maxime Lavessière qui va nous parler de l'acceptabilité sociale du sujet, qui est évidemment un sujet attendu. À vous. Très bien. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur Berry, pour votre invitation. Alors, moi, je suis avocat depuis une quinzaine d'années. J'ai la chance d'intervenir sur ce très beau secteur que sont les énergies renouvelables. J'interviens aux côtés des différents acteurs sur les filières que sont l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse ou alors l'hydroélectricité. Ce que je pourrais vous expliquer ici, c'est le point de vue d'un praticien du droit sur les difficultés qui peuvent être rencontrées par les acteurs du développement et de l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, qui sont un petit peu différents en fonction des filières, mais on retrouve quand même quelques éléments qui sont assez saillants. Donc moi, je vois deux enjeux majeurs qui sont d'un point de vue des enjeux réglementaires et juridiques, qui sont liés aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation et des recours des tiers, avant de m'attarder sur des enjeux plus techniques et financiers liés à la gestion de l'intermittence, puisque voilà, comme on vient de l'évoquer, les énergies renouvelables sont intermittentes, ce n'est pas un gros mot, mais il faut les intégrer dans un système électrique qui lui existe avec ses contraintes qu'il faut peut-être adapter pour accélérer le développement de ces énergies. Alors, pour les enjeux réglementaires, le développeur d'un projet se retrouve un peu face à un millefeuille administratif avec différentes autorisations à obtenir devant des interlocuteurs qui sont différents. Alors, on l'a vu, ça peut être au niveau de l'urbanisme, la réglementation de l'urbanisme peut s'appliquer dans différents secteurs, auxquels il faut rajouter maintenant dans l'éolien la réglementation sur les installations classées. Enfin, je ne vais pas tout vous les lister, mais c'est un peu un parcours du combattant dans certains cas. La loi est intervenue à différents moments pour simplifier ces procédures. Quelquefois, les simplifications ont été des réelles simplifications. D'autres fois, les simplifications ont un peu plus compliqué le système. Avec cette nouvelle loi qui intervient, je suis assez d'accord avec vous. C'est vraiment un signal qui est positif. Alors après, on verra à la longue si les choses vont dans le bon sens. En fait, par exemple, pour en prendre un exemple, la durée d'instruction d'un projet éolien en France, qu'il soit à terre, on va dire c'est environ 7 ans, 10 ans pour l'offshore. Et si on regarde chez nos voisins, on peut diviser par 2 ces durées. Donc, c'est déjà un point assez important, c'est qu'on a des durées d'instruction qui peuvent prendre des durées très très longues. Les différents services administratifs se renvoient des dossiers, et en plus il peut y avoir des différences de traitement en fonction des départements. Donc voilà, maintenant la loi d'accélération des énergies renouvelables est intervenue pour créer des zones d'accélération des énergies renouvelables avec comme vœu d'accélérer l'instruction des différentes demandes d'autorisation et avec une envie de raccourcir les délais de recours.
Ce qui est le deuxième enjeu, on va dire juridique, sont les recours qui sont intentés par les tiers, qui sont aujourd'hui presque systématiques. Alors ça peut aller de la contestation de la bonne réalisation de l'étude d'impact avec telle espèce, on n'aura pas été vérifié si elle n'est pas en danger sur la zone du projet. En fait, la multiplication de ces recours a vraiment un effet délétère sur le financement de ces projets, puisqu'une banque devant qui on va amener le projet pour le faire financer, pour lequel il y a un recours qui a été déposé et qui est toujours pendant, c'est quasiment impossible qu'elle accepte de financer ce projet, puisqu'elle va décaisser toute la dette et attendre quelques temps pour découvrir que le projet finalement ne pourra pas se faire, puisque l'autorisation a été annulée par les tribunaux. Donc, bien sûr, on a maintenant des solutions pour pallier ces difficultés. Sur l'aspect recours, certaines assurances maintenant sont possibles. Il y a des assureurs qui peuvent garantir le recours contre une autorisation. Donc, on va dire qu'on va financer, la banque, dans ces cas-là, va accepter de financer le projet. Il va être en exploitation un certain nombre d'années, et puis peut-être qu'au bout de 5, 6, 7, 10 ans, l'autorisation administrative sera annulée, mais il aura produit pendant cette période. L'assurance pourra intégralement, autant que faire se peut, indemniser la banque pour ses pertes. Et donc, ces produits-là permettent d'avancer. Après, ils ne sont pas proposés par toutes les banques, par toutes les compagnies d'assurance. Et ça peut régler quand même des points dans certaines difficultés, mais ce n'est pas un point qui est, on va dire, qui peut être utilisé pour tous les types de projets. Alors ensuite, pour éviter des recours, c'est un peu compliqué, ça va dépendre un petit peu en fonction de la situation des projets. Maintenant, on a des clients, enfin des développeurs qui en fait impliquent en amont, bien en amont, les différentes parties prenantes des projets, que ce soit les exploitants, les propriétaires agricoles ou les collectivités locales. Et donc, il y a notamment la France Énergie Éolienne qui a conclu une charte avec Amorce, qui a mis en place une charte des élus pour le développement raisonné de projets territoriaux. Et donc, l'implication en amont de toutes les parties prenantes du projet peut limiter l'existence du recours, mais ce n'est pas non plus la panacée. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps alors là, on a vu les enjeux qui étaient réglementaires et juridiques. Le deuxième point sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est la gestion de l'intermittence. Donc, c'est vrai que les énergies renouvelables ont une priorité à l'injection sur le réseau par rapport à d'autres énergies, ce qui fait qu'il peut y avoir des périodes de prix négatifs, ce qui est un petit peu contre-intuitif, mais il y a des périodes qui sont périodes de prix négatifs sur le marché de l'électricité. Et donc, pour pallier à ces difficultés, en fait, le réseau électrique aujourd'hui, RTE, en fait, a besoin non seulement, en arrivant près de la pointe de consommation, d'avoir des moyens de réserve primaire pour plus produire au moment où la pointe électrique se réalise. Maintenant, ils mettent en place de nouveaux mécanismes qui s'appellent les mécanismes de gestion de la consommation, en anglais demand response, qui vont permettre d'adapter les profils de consommation de certains consommateurs, par exemple. Vous prenez les électro-intensifs, on va prendre l'exemple de l'usine Péchinet de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est une des premières usines d'aluminium en France, qui consomme à peu près par année l'équivalent de la consommation de Marseille. Elle a conclu des accords avec RTE pour se rendre interruptible, c'est-à-dire que par moment, plus on s'approche de la pointe de consommation, RTE peut décider, avec un préavis d'une demi-heure ou un petit peu moins, de demander à cet acteur interruptible de déconnecter une partie de sa production pour la décaler à un moment plus ultérieur. Ça ne gêne pas, ça permet de moins faire appel à des moyens de production qui sont activables rapidement, mais qui coûtent cher et qui ne sont pas forcément tous très bons pour l'environnement. Il y a quelques centrales charbon qui peuvent intervenir dans ces gestions de pointe. Et ce mécanisme de gestion de la consommation au lieu de plus de production, ça pourrait être une réflexion pour permettre aux énergies renouvelables de mieux s'intégrer au réseau, c'est-à-dire si elles devenaient plus ou moins
pilotable, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, mais si on la lie avec des mécanismes de stockage d'électricité ou avec d'autres services rendus au système, cela permettrait aux énergies renouvelables de mieux s'intégrer et de rendre un service au système électrique. J'en veux pour preuve un exemple qui était vraiment totalement contre-intuitif, je me suis rendu compte que ça se passait au Texas. En fait, au Texas, le réseau électrique du Texas est à peu près aussi grand que celui de la France. Et pour utiliser cette technique de gestion de la consommation, le gestionnaire du réseau en fait, a fait appel aux mineurs de Bitcoin. Donc, le minage de Bitcoin, c'est une activité qui nécessite beaucoup d'électricité, mais qui est, à la différence de la production d'aluminium, elle peut être déconnectée, elle peut arriver à n'importe quel moment, elle peut avoir une durée assez longue. Donc, elle permet on va dire, de s'installer partout, de s'allumer à n'importe quel moment et de pouvoir augmenter le prix de l'électricité durant les périodes de prix négatifs et assurer par ailleurs de la stabilité sur le réseau on va dire, en réduisant durablement les coûts à supporter par le consommateur. Si on regarde juste je vais vous prendre quelques exemples. Au mois d'août, la société de minage de Bitcoin qui est la plus importante aux États-Unis, au Texas, qui a effacé 95% de sa consommation en raison d'une demande du réseau, puisqu'il y avait une grosse canicule au Texas, donc il a besoin de beaucoup d'électricité, eh bien, on lui a reversé 31 millions de dollars pour un effacement de 95% de sa consommation, sachant qu'elle a à peu près 400 mégawatts de puissance installée. Ce qui donnerait avec les prix du marché de l'électricité au Texas, l'utilisation de l'électricité pour miner du Bitcoin, quand celui-ci est à 50 000 dollars, reviendrait à vendre l'électricité à 400 € du mégawatt, ce qui sont des sommes totalement très, très élevées par rapport au prix de marché actuel. Et c'est un peu, voilà, c'est un exemple on va dire, d'autres services qui peuvent être rendus au système grâce à d'autres moyens que les producteurs d'énergie renouvelable pourraient considérer. Je vous remercie. Merci. Merci. Si Didier Holleaux, qui organise avec moi le débat, était là, il est en Australie, là. Il dirait que c'est la pire utilisation qu'on peut faire de l'électricité que de miner le Bitcoin, parce qu'on doit pouvoir certainement trouver d'autres sujets. J'avais pensé à un autre point dont on pourra peut-être débattre ensuite. Alors, on passe aux enjeux industriels, puis après on reviendra sur ces sujets avec Michel Georgia. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous prie d'excuser Anne-Catherine de Tourtier, ma présidente, qui devait être là ce soir et que je vais essayer de remplacer le mieux possible. Donc, rapidement, France Renouvelable, c'est le nouveau nom de France Énergie Éolienne, du coup, qui rassemble 360 adhérents qui ont installé et qui exploitent à peu près 90% des éoliennes qui sont installées en France, du coup, et qui représente du coup la filière, qui représente à peu près aujourd'hui 8 000 emplois directs et indirects en France. Donc, rapidement sur les enjeux industriels, plusieurs points. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au niveau européen, aujourd'hui, l'industrie éolienne représente à peu près 300 000 emplois directs et indirects. C'est une industrie qui est née en Europe, notamment au Danemark, avec plusieurs acteurs industriels qui sont structurés et une grande partie des principaux turbiniers mondiaux sont encore, à ce jour, des turbiniers européens. Donc, les grands noms, on va les citer pour que vous ayez à l'esprit, c'est Vestas qui est danois, c'est Nordex et Acciona qui sont allemands et espagnols, et c'est Siemens Gamesa qui est allemand. On a un autre gros acteur qui est General Electric, du coup, qui a des usines comme Siemens Gamesa d'ailleurs en France, du coup, sur l'offshore, au Havre et à Saint-Nazaire, du coup. Et au cours des dernières années, on a vu apparaître assez rapidement, d'ailleurs, l'émergence du turbinier asiatique, essentiellement chinois, qui, du fait du dynamisme de leur marché intérieur, se sont développés très rapidement. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2022, s'est installé 85 gigawatts d'éolien en Chine, 45 gigawatts d'éolien dans tout le reste du monde. Donc, c'est un secteur industriel, comme tous les autres secteurs industriels, qui connaît ce phénomène d'effet d'échelle lié au dynamisme du marché chinois, d'un côté,
et l'autre, du coup, à l'émergence d'acteurs industriels chinois qui, du coup, au début, répondent au marché national et en fonction des fluctuations du marché national, et en ce moment, vous connaissez la situation économique de la Chine, commencent à regarder vers d'autres pays avec des produits qui deviennent de plus en plus performants et qui, du coup, rentrent frontalement en concurrence avec d'autres filières et d'autres acteurs. Donc, on a un enjeu majeur qui est de réussir, c'était un peu tout le sens de ce qui a été prononcé par Ursula von der Leyen, excusez-moi, dans son discours de l'Union il y a à peu près 3 semaines, un mois. Il y a tout intérêt à réussir à dynamiser et, de manière raisonnée, protéger une industrie européenne de l'éolien qui est une industrie européenne essentielle à la souveraineté énergétique du pays, comme d'autres industries stratégiques, les réseaux, les batteries, etc., etc. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs enjeux. Il y a un premier enjeu auquel doivent faire face les industriels de l'éolien en Europe, c'est la déconnexion entre les objectifs de politique publique d'un côté et ce qui est réalisé concrètement. Pour vous donner un ordre d'exemple, normalement, à l'heure où je vous parle, on devrait installer 30 gigawatts d'éolien en Europe. Bon, par an, 30 gigawatts. On en installe 15, la moitié. Bon. Donc, évidemment, quand vous êtes un acteur industriel et que vous cherchez à dimensionner votre programme d'investissement pour savoir combien d'usines vous devez construire, combien de lignes de production vous devez construire, etc., c'est une situation qui est un peu particulière. Donc, il y a un enjeu majeur qui est, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, puisque un des marqueurs des sujets de la transition énergétique, c'est que ce sont des secteurs d'activité qui sont extrêmement dépendants des choix politiques. Ça, c'est vraiment une donnée de travail qui est essentielle. Donc, quand la politique publique vous dit 30 et en fait qu'elle fait 15, c'est très compliqué pour un investisseur industriel de savoir comment il doit dimensionner ses équipements. Alors, ils ont pris l'habitude. Donc, pour bon nombre d'entre eux, ils travaillent sur des marchés à l'exportation. Si on prend le cas, par exemple, de l'usine du Havre, donc, qui fait des éoliennes offshore, du coup, ils savent qu'ils vont avoir un trou de commande d'à peu près 4 ans, parce que le rythme auquel a été lancé les appels d'offres fait qu'on a un trou de 4 ans, donc très compliqué pour un industriel d'avoir un trou de 4 ans dans son carnet de commandes. Vous voyez bien que ce n'est pas très simple. Et donc, du coup, quand ils ont dimensionné, quand ils sont en train de finir de structurer leur usine du Havre, ils sont tout de suite positionnés vers une capacité d'exportation vers d'autres composantes, vers d'autres pays européens ou au-delà. Donc ça, c'est un premier enjeu qui est majeur, réconcilier les objectifs de politique publique et le rythme réel auquel on développe le projet. Ça, c'est essentiel pour un acteur industriel. Deuxième élément clé pour un acteur industriel est réussir à réconcilier une logique industrielle qui est tirée par des gains de productivité, des gains de dimensionnement. Dans l'éolien, comme dans d'autres secteurs d'activité, il y a 15 ans, une éolienne, ça faisait 90 mètres et 1 mégawatt. Bon, aujourd'hui, une éolienne terrestre, bien dimensionnée, ça fait 6 mégawatts et 220 à 240 mètres. Donc, ce n'est pas du tout le même objet. C'est pas du tout le même objet. Il y a eu tout un tas de progrès techniques, technologiques qui ont été faits, pas mal de R&D qui a été fait chez les turbiniers, et on arrive à des objets qui sont complètement différents. Sauf que du coup, on a d'un côté une logique industrielle d'acteurs qui cherchent à gagner en efficacité dans leur dispositif pour répondre de manière le plus compétitive possible, notamment à un critère d'appel d'offres, guidé par le prix. Et de l'autre côté, on a tout un ensemble d'écosystèmes autour de nous qui nous dit, pour des questions d'aviation civile, de radar militaire, de prise en compte de la biodiversité, de paysage, etc., en fait, les éoliennes que vous allez pouvoir installer dans tel endroit, elles vont faire 130 mètres. Et donc, quand vous êtes un acteur industriel, vous devez conserver, si vous voulez continuer à avoir un certain marché, vous devez conserver une grande diversité de lignes de production, du coup, pour pouvoir répondre à la fois aux pays qui tirent vers le haut, j'allais presque dire, le système en prenant des éoliennes de plus en plus grandes, et de l'autre côté, des pays
et la France fait plutôt partie de ces pays aujourd'hui, qui ont mis en place une politique de développement qui, quelque part, impose un système de contraintes qui limite, je dirais, le fait que les entreprises françaises et les ménages français puissent bénéficier de la pleine compétitivité de la filière aujourd'hui. Ce que je vous dis là, c'est pas, il faut s'asseoir sur tous les sujets de défense nationale, de paysage, de biotique. C'est pas du tout ça que je vous dis. Hein. Mais je vous dis qu'il est peut-être nécessaire d'essayer de mieux réconcilier ces sujets-là pour pouvoir trouver un équilibre entre politique environnementale, politique de protection de paysage, politique de défense nationale, politique d'aviation de loisirs et politique industrielle dans le domaine de la filière éolienne. Donc ça, c'est un deuxième enjeu qui n'est pas un enjeu simple. Je vous donne un exemple tout bête aujourd'hui. Un des premiers turbiniers mondiaux, Vestas, du coup, pour des raisons d'optimisation de ses coûts, a fait le choix récemment et a annoncé publiquement qu'il allait arrêter la production de ces gammes d'éoliennes de plus petite taille. Il a fait le choix, il a dit, ça pose plein de questions. Donc, il y a deux trajectoires. Soit on fait bouger les contraintes, soit c'est les Chinois qui arrivent. Je caricature à peine, mais c'est à peu près ça. Donc, il y a un enjeu majeur de ce point de vue-là, réconcilier ces deux contraintes-là. Troisième enjeu extrêmement important, alors c'est un enjeu qui est arrivé très récemment et qu'on avait un peu mis sous le manteau, j'allais presque dire, qui sont la question des chocs de matières premières. Après les chocs logistiques du post-Covid, il y a eu les chocs de matières premières qui ont abouti à une hausse assez forte du prix de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, etc. Toutes ces matières premières rentrent dans la composition d'une éolienne. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, le prix d'une éolienne a augmenté d'à peu près 40% entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui, à peu près. Hein. Certains vont vous dire 35, d'autres dire 48, voilà. Le prix moyen d'une éolienne, c'est 3,4 millions d'euros. Prix moyen. Hein, il y en a qui sont moins chers, plus chers, sans coût de financement, etc. Sous votre contrôle, à peu près. Oui, mais c'est l'ordre de grandeur. J'achète rarement d'éoliennes pour mon plaisir personnel. Donc, donc, on a eu un suivi de fond qui est, on a des mécanismes de soutien qui fixent des prix. Donc, typiquement, je suis un développeur de projet, je réponds à un appel d'offres à 60 € et je suis lauréat à 60 € en 2019 ou 2020. Bon. Les délais de construction, etc., font qu'en fait, je vais construire mon affaire plutôt entre 24 et 36 mois après. Bon. Si l'éolienne, le prix initial de l'éolienne, avec lequel que j'avais à l'esprit et avec lequel j'ai répondu à 60 €, prend 40%, sachant que c'est à peu près, le prix de l'éolienne, c'est à peu près 80% du prix auquel je bide, je réponds, forcément, votre modèle d'affaires, il ne tient plus. Donc, il y a eu tout un moment où les prix des appels d'offres n'étaient pas indexés et où la négociation entre acheteurs et producteurs s'est tendue, du coup, parce que les gens disaient, mais en fait, moi, je ne peux plus construire. Les producteurs disaient, en fait, ça devient compliqué. Donc, ils ont absorbé une partie du choc. Et quand vous regardez, du coup, la situation, vous voyez bien qu'une bonne partie des turbiniers européens, pour ne pas dire la totalité, sont dans une situation financière aujourd'hui dégradée. Leurs résultats en 2022 ont été mauvais. Alors, certains ont des problèmes spécifiques, mais globalement, cette non prise en compte de l'inflation et l'indexation du prix des matières premières a été compliquée. Donc, on a travaillé avec les pouvoirs publics, notamment en France, pour faire entrer un mécanisme d'indexation. Et ce que ça nous apprend quand même, c'est que dans un moment où il va falloir qu'on investisse massivement dans des équipements de production d'électricité et les réseaux de transport et de distribution, il faut que l'ensemble des dispositifs qui permettent de sélectionner ces projets soient indexés pour permettre aux acteurs industriels de s'adapter en permanence à ces chocs de matières premières. Sinon, en fait, on va fonctionner par à-coups, donc en mettant en difficulté des entreprises, en mettant en difficulté des projets et en créant des décalages dans l'atteinte des politiques publiques. Donc ça, c'est un troisième enjeu qui est important. Le dernier enjeu qui est essentiel,
c'est ne plus oublier, et malheureusement c'est un peu ce que l'Europe a fait, et la France au premier rang, de réconcilier politique climatique et politique énergétique avec une politique industrielle. L'objectif d'une politique climatique, c'est sortir des énergies fossiles. Un des objectifs majeurs, qui font encore en France 60% du mix énergétique. Quand on veut sortir des énergies fossiles, il n'y a pas 36 000 solutions. RTE le dit bien, c'est efficacité, sobriété, développement des énergies décarbonées et développement de l'électrification des usages. C'est les 4 leviers. Ces 4 leviers reposent en partie sur les technologies. Si on substitue une dépendance aux pays producteurs d'énergie fossile à des pays producteurs de ces technologies, le deal social, sociétal ne marchera pas. Parce que on n'y arrive pas. Donc ça, c'est un dernier enjeu qui est extrêmement important. L'Europe se réveille un petit peu, notamment parce que les États-Unis ont mis un petit coup dans la fourmilière avec l'Inflation Reduction Act, du coup, et ça c'est bien. Il faut que l'Europe se réveille très fortement de ce point de vue-là pour réconcilier son ambition climatique, dont elle fait un porte-étendard, avec les retombées industrielles sur son territoire. C'est essentiel. Sinon, si demain vous arrivez et vous dites toutes les pompes à chaleur, tous les véhicules électriques, toutes les éoliennes et tous les panneaux solaires que vous installez chez moi sont made in China, j'ai rien contre la Chine, mon épouse est chinoise pour tout vous dire. Donc je suis assez à l'aise avec ça. Ça ne marchera pas. Mais il est probable que c'est ce qui se produise. Il n'est pas impossible que c'est ce qui se produise. Alors, il y a encore temps pour que ce ne soit pas le cas. Oui. Du coup, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une politique assez lucide de ce point de vue-là. Et ça, c'est assez essentiel. Et dans les éléments assez essentiels, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un meilleur équilibre. Aujourd'hui, ce qui fait la sélection d'un projet, c'est à plus de 70 ou 80% du cas, c'est le prix. Alors, c'est important. Je vous donne un exemple sur l'offshore, par exemple. Récemment, le dernier appel d'offres qui a été publié, on sélectionne en Normandie un projet à 44 € du mégawattheure. Alors, c'est fabuleux, 44 € du mégawattheure sans raccordement. Vous dire, oh là là, mais c'est très bien, tout ça, etc. Bon, moi, je ne sais pas si c'est le bon prix. Je ne sais pas si, en fait, il ne faudrait pas mieux dire, eh bien, peut-être que ça sera 58 € du mégawattheure, mais je vous garantis un contenu local beaucoup plus important. Et au final, sur le prix final de l'électricité, eh ben, le 44 et le 58, il ne se voyait pas si fortement que ça. Parce que le prix de l'électricité, c'est un tiers du coût du système, un tiers de réseau, un tiers de taxes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler et sur lequel je pense qu'on peut aller plus loin, notamment dans des retombées locales. Je vous donne un exemple, c'est ce qui a été fait en 2011, au moment où on a sélectionné les premiers appels d'offres offshore. On a dit, alors c'était une technologie encore assez récente, on a dit, je sélectionne à des prix plus élevés, mais en contrepartie, j'ai des usines qui se construisent sur mon territoire. Et donc la France a réussi à faire un tour de force assez marquant, d'avoir un tiers des capacités de production d'éoliennes offshore européennes sur son territoire, Saint-Nazaire, Le Havre, Cherbourg, Montoire de Bretagne, sans avoir un parc en exploitation. Puisque le premier parc en exploitation est arrivé en décembre 2022 avec le parc de Saint-Nazaire. Merci. Donc, on va passer maintenant. Alors, dans un premier temps, donc, on va organiser la discussion entre les personnes à la tribune, puis après avec la salle. Maxime Lavessière avait dit tout à l'heure que quand on veut installer des éoliennes, dès qu'il y a un recours, c'est-à-dire tout le temps, les banques ne financent pas quand c'est des opérateurs de taille ordinaire. Et vous m'avez dit qu'en fait, seuls les très gros peuvent investir par eux-mêmes. Alors, est-ce que, donc, il me dit, en gros, LG, Total et autres peuvent investir parce qu'ils peuvent se passer des banques. Est-ce que c'est ça que vous Excusez-moi, petite précision, c'est pour un certain type de projets qui, en fait, maintenant ne sont plus sous obligation d'achat et qui ont décidé de faire ce qu'on appelle les corporate PPA, ce sont des contrats de vente d'électricité directement entre un producteur d'énergie renouvelable et un industriel. Donc aujourd'hui, il y a les Carrefour, enfin tous les gros acteurs ont conclu ce type de contrat. Donc ils ont un approvisionnement sur 15 ou 20 ans en énergie renouvelable à un prix qu'ils ont négocié, qui leur convient, et donc ils ont une visibilité sur le long terme.
avec un acheteur comme Carrefour, la banque va financer sans problème le développement et la construction du projet. Mais lorsqu'on passe à des industriels un peu plus petits, ou des acheteurs plus petits qui ont ont une note de crédit un peu moins intéressante, là, les banques vont renacler à financer et c'est là où ça se complique. Mais sauf que maintenant, on va voir comment ça se profile sur le long terme. Avec la loi d'accélération des énergies renouvelables, l'État a mis en place avec la BPI une garantie, une garantie une garantie de paiement qui pourra être activée si le client ne paye pas. Et il y en a un premier qui était signé avec Bonduel, je crois, il y a tout récemment. Donc, c'est de belles perspectives, je pense. Concernant effectivement donc le financement qui, je dirais, peut avoir lieu ou pas sous recours, c'est quand même. Alors, d'un côté, effectivement, les banques ne financeront jamais, et on le sait, hein, donc il ne va pas énormément aimer le risque et financera jamais une installation qui n'a pas encore purgé l'ensemble de ses permis, et on peut le comprendre. Pour un gros industriel, j'ai envie de dire, on va avoir plus ou moins quand même le même type de problématique parce que le risque est quand même assez important. Déjà, on ne commencera pas évidemment de construire avant d'avoir toutes les autorisations nécessaires et préalables. Donc ça, on ne le fera pas. Et donc après, la question, c'est est-ce qu'on commande en avance certaines turbines, etc. Le problème, c'est que les turbines, elles sont quand même très spécifiques. Alors souvent, on entend parfois, oui, l'éolien, c'est pas si compliqué que ça, etc. Alors c'est sûr que c'est peut-être bien moins compliqué qu'une centrale nucléaire ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même des objets complexes, ça reste des objets qui sont spécifiques à un environnement donné. Et voilà. Et donc, commander une turbine alors qu'on n'est pas certain qu'on puisse l'installer là où on l'avait prévu, on ne peut pas la revendre sur le bon coin, quoi. Et donc effectivement, on va devoir prendre un risque si on engageait des frais liés à ça. Donc, généralement, je connais peu d'industriels qui prennent aujourd'hui ces risques-là. C'est très, très rare. J'en ai eu quelques-uns, et ça se fait très peu, mais il y a des exemples qui confirment la règle. Après, il y a, oui, l'assurance recours qui peut bien fonctionner Oui. dans certains cas, mais pas tous les cas. Donc, mais pour des projets en corporate PPA, là, vous avez une approche différente. Alors, les problématiques de permitting vont être pour les mêmes, hein, que ce soit en ce qu'on appelle en tarif qui est subventionné ou en corporate PPA. Après, effectivement, les corporate PPA vont nous permettre, on va dire, quoi, corporate PPA? le PPA, c'est Power Purchase Agreement, donc c'est des contrats d'achat long terme d'électricité qui effectivement ont en plus connu un engouement particulièrement important suite à la crise énergétique qu'on a vécue, puisque ça donne de la visibilité en termes de prix pour l'acheteur d'électricité. Et effectivement, dans ce cadre de contrat, en fait, c'est des contrats sous sein privé, donc tout peut être négocié. Et donc, effectivement, des ajustements de prix, autant quand on est dans un appel d'offres, on va avoir des choses qui vont être très clairement définies en termes d'indexation, etc. Autant, effectivement, dans un corporate PPA, on va pouvoir faire des choses qui sont un peu plus sur mesure. Et j'imagine que LG, vous commandez un certain nombre de turbines chez différents types de fabricants. Vous devez avoir des frameworks, des contrats à long terme avec eux. Et vous ne pouvez pas déplacer les projets, les éoliennes d'un projet à un autre, les commander un peu en amont. Et finalement, il y a un projet qui est en recours, on réalloue à autre projet. Après, il faut que les timings soient similaires. Alors, déjà, il y a la question du transport, qui n'était quand même pas simple. Donc, transporter une éolienne, et quand on parle d'un mètre de 220 mètres, c'est pareil, ça ne se fait pas si facilement. Il y a la question après du stockage temporaire. Stocker une éolienne, en fait, c'est un mât, en fait, vu la taille de ces engins-là, je dirais, va y avoir des risques de validation, etc. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui font que, alors, autant on peut avoir ce type d'approche dans le PV, donc dans le solaire, parce que effectivement, les modules vont avoir des contraintes logistiques bien moins importantes. Au moins pour l'éolien, c'est beaucoup plus. Moi, j'étais plutôt en amont, parce que ma question ne portait pas sur le départ usine. Une fois qu'elle est partie dans une destination, je suis bien conscient et je sais bien qu'elle ne peut pas aller à l'autre bout de la France. Mais en amont, lorsque vous commandez parce que les projets, on parle quand même un peu de quelques mois, les turbines sont commandées une petite année, souvent avant que le projet soit construit. Donc, si c'est en cours
en cours de route, avant que l'éolienne Oui. soit partie de l'usine, vous ne pouvez pas les réallouer au sein de vos autres projets. Alors, pour le coup, je pense que ça, c'est des pistes qui sont intéressantes, effectivement, et ça fait un peu écho à ce que disait Monsieur Giuria. C'est-à-dire que, et je suis convaincu par ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le deal ne marchera pas si, à la fin, c'est la beauté quand même des énergies renouvelables, quelque part, c'est qu'elles sont décentralisées, on ne le voit pas comme un inconvénient, c'est que donc elles sont ancrées au cœur des territoires, et donc il y a un enjeu, c'est pas comme du pétrole, du gaz, de l'uranium, on est obligé d'aller les chercher ailleurs, et voilà. Là, le gisement de vent, de soleil, il est sur place. Alors, on a besoin d'éléments technologiques qu'on n'a pas forcément sur place, ça c'est clair, mais il y a une grande partie qui peut être, on va dire, alors l'enjeu n'est pas tant national qu'on va dire européen, et qui pourrait être produite sur le territoire. Et pour ça, en fait, donc on serait, enfin, je pense que des industriels comme Engie, nous, on est intéressés pour justement travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière. Mais pour cela, en fait, et c'est là où je pense que l'État, pour le coup, a un rôle à jouer, pourquoi ne pas imaginer des appels d'offres, par exemple, dans lequel, effectivement, avec des contenus locaux, un minimum de pourcentage de contenu local dans le cahier des charges, et qui permettent, en fait, aux industriels de jouer avec les mêmes règles du jeu. Parce que s'engager sur des volumes, etc., si on est les seuls, après nous, en tant qu'industriels, on est dans un marché concurrentiel et on risque à ce moment-là de se faire complètement squeezer. Mais par contre, travailler en amont et essayer de mettre des règles du jeu dans lesquelles tout le monde travaille, je dirais, de façon concertée et avec ces mêmes règles, là, pour le coup, je pense qu'il y a des choses effectivement intelligentes à faire. Donc, j'ai compris que pour les éoliennes, si la réglementation française fait que les éoliennes sont limitées à 130 mètres, alors que dans les autres pays, on est beaucoup plus haut, les Français ne pourront pas tenir le coup, les industriels français ou européens s'adresseront à d'autres marchés et nous aurons des éoliennes chinoises. C'est ça, en gros. Hein. Donc, du coup, le lien entre réglementation politique et industrie, là, me saute clairement aux yeux. C'est très clair. Il y a un enjeu majeur de réussir, notamment dans ce qu'on appelle la partie repowering, c'est-à-dire qu'on a une partie des parcs, il y a à peu près 13 gigawatts d'éoliens qui vont arriver en fin de contrat d'achat ou de complément de rémunération entre 2025 et 2035. Puisque vous savez que ce sont des filières qui ont été soutenues par l'État à travers des systèmes soit de tarifs d'achat, soit de complément de rémunération. Donc, ces parcs vont arriver à la fin de ces contrats. Certains vont être prolongés à travers des corporate PPA, notamment. Donc, je suis un consommateur, j'achète directement l'électricité du parc. Je m'appelle la SNCF, métro, etc., par exemple. Et d'autres vont rentrer dans une politique de renouvellement. Cette politique de renouvellement, pour qu'elle soit bénéfique à la fois d'un point de vue industriel, mais à la fois aussi d'un point de vue énergétique, hein, c'est-à-dire qu'elle permette de produire pour un nombre de mâts identique plus de mégawattheures, puisque du coup, ce sont des éoliennes qui avaient 15 ou 20 ans, il faut qu'on arrive à ajuster ces contraintes. Donc, typiquement, cet après-midi, on était à la Direction générale de la prévention des risques pour travailler sur comment on fait évoluer typiquement la circulaire qui cadre le repowering pour pouvoir faciliter l'installation d'éoliennes de plus grande taille et éviter et réconcilier quelque part politique industrielle et politique environnementale et climatique. Alors, en préparant le débat, on m'avait cité un autre enjeu, je crois que c'est Sergio Val qui m'en avait parlé, parce que j'avais entendu à l'Assemblée nationale Patrick Pouyanné dire en France, c'est vraiment pas facile, mais au Texas, alors il y a de la place, on peut installer autant d'éoliennes qu'on veut. Et Sergio Val, oui, mais les réseaux ne suivent pas. Alors, la question des réseaux, est-ce que, moi j'ai compris que pour installer des éoliennes, on est dans un système décentralisé, il faut amener des réseaux et que les réseaux ne suivent pas, ou qu'on manque de planteurs de poteaux, de gens pour faire les réseaux dans tous les pays du monde. Est-ce que c'est le cas, François Yernard? Alors, les réseaux, c'est un enjeu majeur, effectivement, de cette transition énergétique. Alors, ça s'entend assez facilement. Historiquement, le réseau, par exemple, pour prendre le réseau français, c'est construit sur la base d'une production grandement centralisée. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de le faire passer à une production qui est grandement décentralisée. Et pour ça, en fait, ça demande des investissements massifs.
Alors, ça demande des investissements, mais ça demande aussi de la visibilité. Et là-dessus, c'est quelque chose sur lequel on s'est vraiment félicité dans le cadre de cette loi là, du 10 mars dernier. C'est quelque chose qui est aujourd'hui inscrit dans la loi, c'est que, alors, je ne vais pas rentrer dans des acronymes, voilà, mais il y a ce qu'on appelle les schémas de raccordement régionaux au réseau électrique pour les énergies renouvelables. Jusqu'à présent, on était dans une approche qui était très incrémentale, quelque part. Donc, on regardait à horizon de la PPE, 5 ans, qu'est-ce qu'il fallait mettre, etc. Or, justement, on sait bien que ce genre d'infrastructure demande une vision, une planification qui va au-delà et qui ne peut pas être myope. Et donc, il y a cette grande avancée, par exemple, dans cette loi qui permet d'avoir une visibilité à 10 à 15 ans sur ce type de schéma régional. Donc ça, là-dessus, en tant qu'industriel, nous, on est très attentifs à ça. Alors, il y a des positifs parce que je pense qu'il y a des exemples qui sont très positifs. Alors, je pense notamment aux exemples d'Enedis qui, dans son, j'ai plus le nom exact, mais dans son pacte, entre guillemets, pour les prochaines années, s'est engagé à réduire les temps de raccordement par 2. Et effectivement, quand on discute avec les équipes d'Enedis, etc., l'ensemble de cette entreprise est vraiment engagé et autour de ça. Donc aujourd'hui, c'est très bien que ça soit sur le réseau de distribution. Beaucoup d'énergies renouvelables y sont directement raccordées. Et aujourd'hui, donc, on attend aussi d'avoir ce type de signaux positifs sur le réseau de transport RTE. Mais est-ce que l'industrie des réseaux suit? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables d'aller au rythme nécessaire pour… Deux compléments et puis un élément de réponse sur l'industrie des réseaux. Et effectivement, ce qui s'est passé dans la loi est assez remarquable de ce point de vue-là. Ça donne un horizon, une visibilité longue. Mais en plus de cet horizon de visibilité longue, il y a un autre point qui est vraiment important pour nous, c'est qu'on permet aux gestionnaires de réseau d'anticiper les études et les travaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour caricaturer un peu, on attendait d'avoir un volume suffisant de projets sur un territoire donné pour dire, bon, là, effectivement, je vais devoir tirer du réseau, et donc je fais des études, et ensuite, je lance les travaux pour tirer ce réseau. Et donc, du coup, évidemment, tout ça se fait dans une cascade de temps, ce qui fait que dans certains endroits en France, aujourd'hui, vous avez une autorisation, puis on vous dit, ah oui, pas de problème pour vous raccorder, mais en 2028. Bon, donc évidemment, c'est un peu long, vous ne commandez pas vos éoliennes tout de suite, vous ne crachez pas l'électricité tout de suite, etc. Ce n'est pas partout. Voilà, donc, mais cette possibilité d'anticiper les études et les travaux va aussi aider à fluidifier ce sujet du raccordement. Et dans la transformation d'Enedis, hein, le chiffre clé qui, je pense, est assez marquant, c'est qu'ils souhaitent passer dès cette année de 3 gigawatts de projets raccordés sur le réseau à 5 gigawatts de projets raccordés sur le réseau de distribution. Donc, ça fait quand même un quasi-doublement, ce qui est quand même pas mal. Dans les enjeux industriels autour des réseaux, on le voit aujourd'hui sur les questions d'éolien en mer, il y a un enjeu majeur à réussir à faire deux choses à la fois. Un, staffer le donneur d'ordre. Donc, il faut que les équipes de RTE, par exemple, pour le programme éolien en mer, c'est à peu près 400 personnes qui vont devoir recruter, qui sont en train de recruter. Donc, ce n'est pas neutre hein, à l'échelle d'une entreprise comme RTE. Ça va permettre de faire deux choses. Un, lancer toute une série d'accords cadres avec leurs prestataires, du coup, pour dimensionner le raccordement des 18 gigawatts à l'horizon 2035, hein, puisque c'est l'objectif. Et deux, essayer de conditionner le passage de ces accords cadres avec des retombées industrielles sur leur territoire. Et là, il y a un enjeu majeur, c'est tout tremblement politique sur l'atteinte du 18 gigawatts à l'horizon 2035 fait tomber tout le système. Il fait tomber à la fois le système d'accord cadre, parce que du coup, complexifie plutôt le système d'accord cadre, parce que du coup, les gens vous disent, bah oui, mais vous dimensionnez un accord cadre pour commander tant de quantités, machin, etc. Mais là, j'ai le politique qui nous dit, en fait, c'est pas 18 gigawatts, c'est 10, en fait, c'est pas 10 gigawatts, c'est 8. Bon, donc ça, c'est un point qui est important. Et de l'autre côté, il y a un sujet qui est qu'aujourd'hui, les gestionnaires de réseau, enfin, les industriels du réseau ont quasiment leur carnet de commandes saturé pendant les 4-5 prochaines années, parce qu'en fait, ce qui se passe chez nous se passe partout à des échelles beaucoup plus, voilà. Et donc, du coup, si on commence à tousser, ils nous disent, bah, en fait, moi, mon usine en Finlande, en Italie ou je ne sais pas où, je vais la laisser là et je n'aurai pas beaucoup d'incitation à muscler les investissements chez vous. Donc, là aussi, on a un enjeu majeur qui est la valeur de la parole politique en matière
de respect des objectifs conditionne la réalité des retombées industrielles sur le territoire, y compris sur le réseau. C'est clé, c'est déterminant. Juste rajouter un petit point, c'est qu'en attendant justement que les Enedis et RTE upgrade leur réseau, enfin augmentent leur réseau, il y a pas mal de clients aujourd'hui qui font eux-mêmes les constructions de postes sources, enfin de postes, sûr que c'était pas leur solution, mais on permet de gagner beaucoup de délais et pas mal de coûts qui sont beaucoup moins élevés. C'était pas courant il y a 4-5 ans, ça devient de plus en plus. Alors, je sais pas ce que vous, ce que vous en pensez. Ce qu'on en pense, c'est simple, c'est le constat d'un dysfonctionnement. Donc, il y a deux trajectoires quand on constate un dysfonctionnement sur ce sujet comme sur d'autres. Soit à un moment donné, on prend le taureau par les cornes et on corrige le dysfonctionnement. Donc, la loi cherche à faire ça, hein, la loi d'accélération des énergies renouvelables. Soit on ne corrige pas le dysfonctionnement et vous avez, sur ce sujet comme sur d'autres, tout un tas de stratégies de contournement qui arrivent, dont l'émergence des postes sources privés. Nous, on pense qu'il faut corriger le dysfonctionnement. Nous allons passer au débat avec la salle. Alors, vous pouvez faire signe que vous voulez poser une question, mais j'ai déjà 2 questions à distance qui vont tout de suite mettre de l'ambiance. Hugues Dautefeuille, que pensent les intervenants de la non-acceptabilité de l'éolien aujourd'hui par une large partie des populations locales, par exemple dans la Somme, département le plus densément construit? Et un deuxième dit, Antoine Vial, pour réconcilier éolien et population, une des solutions n'est-elle pas d'ouvrir des actionnariats dividendes aux populations locales, voire de favoriser l'émergence de collectifs ad hoc usagers opérateurs? Et puis la question qu'on m'a plusieurs fois dit, enfin la remarque qu'on m'a plusieurs fois faite, quand une éolienne arrive dans un village, la zizanie apparaît, parce qu'il y a quelqu'un qui touche des indemnités et les autres qui ont seulement le bruit. Et évidemment, le maire est soupçonné d'avoir été corrompu, etc. Et donc, en fait, évidemment, enfin, ces questions sont liées et on peut pas vraiment, on peut pas les éviter. On a parlé d'industrie, mais on est quand même au cœur de l'acceptabilité sociale. Bon, je pense que c'est effectivement une très bonne question. Je vais commencer et laisser la parole. Donc ensuite, mais je pense que déjà, il y a des idées fausses en fait qui circulent. On a des sondages, il y a des choses qui existent, qui montrent quelle est l'acceptabilité des éoliennes au niveau de la population. Le fait de dire que les éoliennes sont moins bien acceptées dans les... Il y a l'acceptabilité de principe et l'acceptabilité quand on est confronté aussi. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et en fait, quand on regarde, donc il y a un sondage qui avait été, je crois que c'était l'IFOP, c'était en 2021, donc c'est pas si vieux. Ils avaient fait un sondage assez poussé sur l'acceptabilité justement des éoliennes au niveau de la population générale. Alors, il y avait des chiffres, je ne les connais pas tous par cœur, mais il y avait un chiffre qui était particulièrement flagrant, c'est que si le niveau d'acceptabilité des éoliennes à l'époque, je ne sais plus, il devait être de 70 ou quelque chose comme ça %, il montait en fait quasiment de 5 à 10 points quand on interrogeait des gens qui avaient une résidence principale ou une résidence secondaire dans les 10 km autour d'une installation éolienne. C'est-à-dire que globalement, le côté l'éolienne finalement est mal accepté par les gens qui sont à côté. C'est pas quelque chose, en tout cas, qui statistiquement se vérifie. Alors après, il y a effectivement des contraintes, des nuisances qui peuvent être prises en compte. Et généralement, d'ailleurs, c'est pour ça que certaines installations sont ce qu'on appelle bridées, cœur télé en mauvais français, on va dire, mais justement pour éviter, parce que certains modèles de turbines, par exemple, peuvent générer du bruit plus que d'autres. Mais ça, on peut justement travailler dessus. On peut faire évoluer aussi la technologie. Il y a plein de systèmes où on rajoute ce qu'on appelle des serrations au niveau des pales, etc., pour réduire fortement le bruit. Et s'il y a des habitations dans un environnement qui est trop proche, on peut même aller jusqu'à brider, c'est-à-dire on coupe l'éolienne, même s'il y a du vent, à certaines heures où justement son bruit par rapport au bruit ambiant serait inacceptable. Donc, voilà, faut se méfier aussi. Et l'argent, voilà. ceux qui touchent une indemnité, ceux qui Oui. n'en ont pas. Alors ça, je viens sur l'aspect zizanie. Lorsque un parc éolien arrive dans un village, vous aviez tout à fait raison. C'était quelque chose qui était assez courant. Ni plus ni moins, c'est la nature humaine et ce qu'elle est. Hein. Donc, il y aura des jalousies entre exploitants. Donc, voilà, j'ai une éolienne sur mon terrain, tu n'en as pas, t'es jaloux, et donc ils peuvent s'opposer au projet.
J'ai des clients aujourd'hui qui, pour pacifier tout ça, font ce qu'ils appellent des projets de territoire. Et donc, le montant du loyer qui devait être versé aux propriétaires, en fait, est divisé par deux. Et ils touchent la moitié de ce qu'ils devaient toucher. Et le reste est en fait partagé entre tous les autres propriétaires autour qui n'ont pas de surplomb ou de câbles qui leur permettraient déjà de toucher une petite indemnisation à titre de servitude, ce qui permet un petit peu on va dire, tout le monde soit un petit peu détendu par rapport à cette manne financière qui arrive sur un village, enfin oui, sur un village ou une communauté de village. Voilà, c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur la question de l'actionnariat, en fait, ça existe, hein, ça existe déjà depuis un petit moment. Chaque développeur de projet lance des opérations de crowdfunding. Alors, c'est peut-être ça reste limité aux résidents qui habitent dans un certain nombre de kilomètres autour des projets, souvent sous forme d'émissions obligataires, avec un très très beau taux très intéressant qui pourrait faire rougir pas mal d'investisseurs. Mais bon, le montant investi reste plafonné donc, par investissement. Et donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, il va y avoir des projets qui sont faits sous forme de coopérative. Alors, si on veut que chaque personne ait son mot à dire, comme je pense le sous-entend la question, c'est très très bon de passer par un mode de coopérative. Sauf qu'un homme, une voix, ce qui fait qu'on va se retrouver dans des assemblées comme celle-ci. Et lorsqu'il faut décider de prendre une décision pour aller financer le lendemain, eh ben, souvent, on y passe la nuit, peut-être même 15 jours, parce que chacun veut donner son idée. J'ai un cas en ce moment. Vraiment, c'est très surprenant. À côté de ça, on peut structurer des dossiers de telle sorte à ce que les habitants détiennent une société qui détient X% de la société qui détient le projet. Donc, comme ça, on limite les discussions dans la société au-dessus et voilà, et on ne bloque pas forcément, on va dire, au niveau de l'exploitation de la société qui gère le projet. Donc, je pense que c'est des éléments voilà, qui gagneraient à peut-être être améliorés, mais en tout cas, ils existent et ça permet quand même aux personnes, aux résidents et aux voisins de projets éoliens de participer un petit peu à la réussite du projet. Deux choses. La première, c'est que c'est la loi d'accélération dont on parlait du 10 mars 2022. C'était la première fois qu'il y avait une loi d'accélération dite sur les énergies renouvelables, du coup. Et il y a tout un chapitre sur la partie redistribution et le partage de la valeur. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le retour d'expérience au final de 15 ans de développement des énergies renouvelables en France, c'est aussi de dire, en fait, il faut qu'on arrive à institutionnaliser cette dimension partage de la valeur. Alors, il y a eu différentes pistes qui ont été regardées. Au final, il y a plusieurs choses qui sont ouvertes. Il y a le fait que tous les développeurs de projets doivent désormais proposer à la commune d'implantation s'ils veulent rentrer ou pas au capital du projet. Donc, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a des traditions qui sont différentes d'un territoire à un autre. Il y a une culture d'appropriation des politiques énergétiques qui sont différentes d'un territoire à un autre. Les cultures politiques aussi qui sont très différentes sur la manière dont on se doit développer l'énergie dans le pays qui sont très différents entre l'Ouest, le Sud-Est, etc., etc. Donc, ça donnera des choses très différentes d'un territoire à l'autre, mais la possibilité est ouverte. Il y a des sujets sur la mise en place de fonds pour les communes d'implantation pour aller financer des projets de transition écologique sur leur territoire pour isoler les bâtiments publics, etc., etc. Donc, on ouvre ce sujet du partage de la valeur qui est un élément essentiel des questions de développement et de réussite du développement des énergies renouvelables. Juste un petit point sur la somme, parce que c'est un sujet qui est important. Globalement, il y a quand même un point qu'il faut qu'on a appris au cours des dernières années, c'est que qu'on soit la méthanisation en Bretagne, l'éolien, le photovoltaïque dans le sud de la France ou l'éolien dans la Somme, il y a quand même un point qui est important, c'est que à partir du moment où vous concentrez trop de projets à un endroit, il apparaît des phénomènes de crispation et ou, encore pire, des phénomènes de jeu politique qui transforment les énergies renouvelables en objets politiques. Donc, un objet politique, c'est quoi? C'est je veux me faire élire à une élection X ou Y, je regarde qu'est-ce qui est clivant comme sujet, j'essaye de faire une petite estimation de la part des électeurs que j'essaye de récupérer si je clive, et si j'estime qu'elle est suffisante, je joue. Donc, si vous êtes un peu intéressé par ce qui se passe dans la presse, vous verrez que ce que je viens de vous décrire là, c'est ce que l'éolien a subi à l'élection régionale de 2021, à l'élection présidentielle de 2022. C'est dévastateur.
c'est dévastateur parce que ça met un coin dans le déroulé des politiques de transition énergétique. Et ça met en danger les politiques de transition énergétique au sens large. Bon. Donc, il est important de traiter ces sujets-là. Pour traiter ces sujets-là, il y a trois leviers. Le rôle de planification de l'État. On est dans un pays de tradition planificatrice. On a des gens très diplômés dans plein d'endroits. On doit être en capacité de planifier le développement. Donc, les zones d'accélération, c'est un peu ça. Donc, planifier le développement, c'est où je les mets, pourquoi, et comment je réussis à faire que ce soit bien réparti. Ou dans tous les cas, qu'il y ait un sentiment de bonne répartition. Ça, c'est un premier point. On doit réussir à faire ça. C'est clé. Ce qui va se passer typiquement sur la planification de l'éolien en mer doit répondre en partie à ça. Je vous donne un exemple. Si on met toutes les éoliennes dans le nord de la Normandie et zéro en Méditerranée, on aura loupé notre affaire. C'est clair. Mais est-ce qu'il y Ça a marche. plus de vent en Méditerranée qu'en Normandie? Pas sûr. Il y en a pas mal, il y en a suffisamment dans tous les cas. Donc ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, il y a l'incitation économique. L'incitation économique, c'est de dire je suis en capacité d'avoir des mécanismes de rémunération qui sont fluctuants en fonction du gisement de ma ressource. Plus de vent, minoration, moins de vent, bonus. Ce qui encourage les développeurs à aller s'implanter dans d'autres endroits. Ça, c'est un point qui est essentiel. Dernier point, la France, c'est certes une puissance nucléaire. Il n'y a pas que nous qui sommes une puissance nucléaire et qui développons les énergies renouvelables. Les États-Unis le sont, l'Angleterre le fait, etc. Il faut impérativement qu'on arrive à construire dans le temps une politique cohérente entre défense nationale et développement des énergies renouvelables. C'est essentiel. Un, parce que souveraineté énergétique et défense nationale, c'est quand même deux sujets qui sont étroitement liés. Bon. Et deux, parce qu'aujourd'hui, on a des dispositifs techniques qui sont performants, qui permettraient notamment, en ajustant le système de radar existant en France, de libérer de nouvelles zones. Et ça aiderait fortement à réduire les contraintes d'espace. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose qui peut paraître assez loin. On se dit, bon, tiens, c'est des sujets, et en fait, c'est essentiel. À propos de partenariat avec la population, on avait fait il y a un certain nombre d'années une séance de séminaire avec Accuo Énergie qui avait développé, alors c'était plutôt avec le photovoltaïque, qui avait développé des partenariats avec des agriculteurs en mettant des cellules photovoltaïques et puis qui faisaient effet de serre pour les agriculteurs. Ils ont développé l'idée d'agri-énergie dans lequel on peut concilier l'énergie, la production d'énergie et l'agriculture pour le bien de tous. Est-ce qu'on arrive à imaginer des choses pareilles dans les éoliennes? Alors, l'autre point d'acceptabilité, moi je me rappelle les centrales nucléaires, quand on se balade en France, on voit des villages qui ont des piscines olympiques. En général, ils sont à côté d'une centrale nucléaire. Quand une centrale nucléaire s'installe quelque part, il y a des torrents d'argent qui semblent se déverser et pacifier et calmer les populations. Est-ce qu'on arrive à faire des choses pareilles avec des éoliennes? Je suppose que le bilan économique n'est pas le même. Donc, il y a deux questions là. Première, oui, sur l'agri-énergie ou l'agri-énergie, ben oui, AQO est un acteur très présent dans les énergies renouvelables depuis très longtemps. Ils ont fait beaucoup de choses et ils sont un acteur leader qui ont lancé pas mal d'idées, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a donc ils ont lancé ce concept de comment vous l'avez appelé, de agri-énergie. Agri-énergie, voilà. Il y a Total et InVivo, une coopérative agricole, qui ont lancé un partenariat pour développer de l'agrivoltaïsme. Et puis il y a pas mal de développement sur le solaire, mais sur l'éolien, c'est un peu plus compliqué d'avoir, je pense, ce partenariat, puisque le solaire, on met souvent sur le hangar du cultivateur. Alors, il peut y avoir différentes structures, mais lui, il peut avoir un hangar reconstruit entièrement pour, en échange, donner en location la surface de sa toiture. Sur l'éolien, je n'en ai jamais vu. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Je laisserai peut-être la parole à mes voisins, mais pour deuxième question, ça rejoint un petit peu ce que on évoquait tout à l'heure avec la loi d'accélération des énergies renouvelables qui permet en fait la mise en place d'un partage de valeur
avec cette fois en institutionnalisant réellement dans la loi ce mécanisme qui, en fait, avant passait par on va dire des systèmes, enfin des outils juridiques qui étaient un petit peu, qui pouvaient, voilà, qui n'étaient pas totalement, on va dire, bordés juridiquement. Il pouvait y avoir des mises en jeu de responsabilité. On passait par ce qu'on appelait une offre de concours, où en fait un développeur par lui-même s'engageait à refaire la toiture de l'église ou refaire, je sais pas, à faire un investissement pour la commune. Mais ça pouvait être aussi vu comme étant une sorte d'un retour d'ascenseur en échange du soutien de la commune. Maintenant, c'est institutionnalisé. Et donc, voilà, maintenant, il y a les choses sont gravées dans le marbre et ça pose moins de problèmes. Mais très rapidement, un commentaire. Donc, effectivement, sur l'éolien, on ne dit pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Par contre, sur le solaire, oui, et il y a des pays dans lesquels, en fait, c'est déjà extrêmement développé. Je pense notamment à l'Italie, où la plupart de nos projets photovoltaïques sont ce qu'on appelle en agri-photovoltaïsme. Donc ça, il y a des vraies synergies entre les deux. Et évidemment, il faut le développer en France. Quant à la question de la partage de la valeur, on ne peut que se féliciter que maintenant ça rentre dans un cadre, et là encore, c'est une vertu de la loi du 10 mars. Après, je pense qu'il y a aussi, on va dire, des retombées plus long terme qui peuvent être aussi regardées. Et pour le coup, encore une fois, l'énergie renouvelable est souvent décentralisée. Ça veut dire qu'on peut favoriser des circuits courts avec effectivement une production de l'énergie et une consommation qui, alors évidemment, ne matchera jamais totalement puisque le besoin ne va pas correspondre exactement au moment où il y a forcément la production, mais en tout cas s'en rapprocher le plus possible. Il me semble qu'il y a un petit problème à propos de la rapidité du développement de ces énergies, c'est que le vent ne souffle pas de la même manière partout, ni le soleil, et qu'il y a rarement adéquation entre les lieux d'hyperconsommation et les lieux de production. Alors, l'exemple amusant, c'est l'Allemagne qui a un énorme parc éolien sur la Baltique. Mais enfin, il est à 1000 km des lieux de consommation de la Ruhr ou même du sud du pays. Donc, vous n'avez absolument pas parlé de ça, c'est quand même pas un petit détail. Et puis, la deuxième question, c'est que vous avez beaucoup insisté sur l'éolien, mais pas du tout sur le solaire, qui d'ailleurs pose les mêmes problèmes de mauvaise répartition en matière de ressources potentielles. Alors, je vais prendre sur la première question. La première question, elle est essentielle et c'est ce qui est d'ailleurs derrière la problématique du réseau. C'est-à-dire que le réseau, c'est ce qui met en connexion, par définition, les producteurs et les consommateurs qui ne sont pas au même endroit. Et donc, c'est un point tout à fait crucial. Et c'est pour ça, encore une fois, et désolé d'insister sur ce point-là, mais la question du réseau est fondamentale et la question de la planification de ce réseau également. Oui, mais quand on transporte de l'électricité sur beaucoup de kilomètres, il y a beaucoup de pertes. Alors, effectivement, c'est une énergie qui a... Oui, ben, c'est-à-dire que dans la mer du Nord à la Ruhr, il y a beaucoup, non pas les deux tiers, mais pas mal. Alors, comment vous gérez? Alors, en tant que producteur, là-dessus, ce n'est pas de notre ressort. Encore une fois, c'est du ressort du gestionnaire de réseau. Néanmoins, effectivement, c'est la problématique de l'électricité. C'est une énergie qui a des vertus cardinales, mais qui se transporte mal. Néanmoins, là encore, est-ce que la décentralisation des énergies renouvelables n'est pas un avantage, puisqu'il permet, pas sur la totalité, effectivement, entre l'offshore et ça, on n'en sortira pas, mais elle permet un maillage territorial de la production qui est beaucoup plus dense qu'une production purement centralisée, par exemple. Pardon. Sur ce sujet-là, l'adéquation entre les lieux de consommation et les lieux de production, il y a deux points qui sont majeurs. La première, c'est que les modes de production d'électricité, c'est un mix. C'est pas le solaire seul, l'éolien seul, le nucléaire seul ou je ne sais pas quoi d'autre, qui fera qu'on va réussir à intégralement décarboner notre système. Donc, le mix de production, dans sa composition et dans son implantation géographique, il est essentiel de ce point de vue-là. Donc, tout le travail qui consiste à dire quel choix de planification énergétique je fais et dans la structuration de mon mix et dans sa localisation géographique, il est essentiel. Bon. Le choix, typiquement, si on prend le cas de l'éolien en mer, par exemple,
les choix qui seront faits en Méditerranée seront déterminants, notamment dans la décarbonation de la zone de Fos-sur-Mer, qui est un grand lieu de consommation, mais aussi dans la sécurisation du fameux filet de sécurité électrique de l'ESPACA, qui, parce qu'on n'a pas tiré il y a longtemps une fameuse ligne de transport Boutre-Carrosse, est extrêmement dangereuse. Enfin, fragile, plutôt. Même sujet en Bretagne. Les choix qui seront faits en matière de localisation de l'éolien en mer seront utiles. Donc, on a ce type de travaux qui sont importants. Sur les questions de réseau, hein, pour le coup, s'il y a un point que nous apprend l'Allemagne, du coup, c'est que à partir du moment où on définit des objectifs ambitieux d'installation des énergies renouvelables et de raccordement sans planifier les réseaux, ben, ça ne marche pas. Donc, on le sait, ça aboutit à des problèmes de congestion. En 2022, les gestionnaires de distribution et de transport allemands ont dû indemniser les producteurs à plus de 4 milliards d'euros, puisqu'on raccorde, mais on ne peut pas injecter. Parce qu'à certains moments, en fait, on ne peut pas injecter. Donc, il est essentiel d'anticiper, c'est toute la nécessité de cette loi d'accélération des énergies renouvelables, il est essentiel d'anticiper dans un pays, parce que la France se caractérise par un point qui est particulier, c'est qu'elle a une haute qualité de réseau en termes de maillage et de qualité de fourniture. Tout un tas d'autres pays nord-américains ou dans d'autres pays d'Europe n'ont pas ce niveau de qualité-là, du coup. Et donc, il y a beaucoup d'autres pays qui ont fait d'autres choix en disant, en fait, moi, je préfère développer le stockage, par exemple, développer de la flexibilité plutôt que de réinvestir dans le réseau. La France, ce n'est pas la trajectoire qu'elle prend. Elle prend une trajectoire qui consiste à dire, et c'est assez net dans les travaux de RTE, qui consiste à dire, je continue à avoir un réseau de haute qualité et je vais développer un petit peu de stockage et flexibilité parce qu'il y a le sujet de la variabilité des ENR, mais je reste à ce niveau de qualité-là. Donc, il y a un point qui est important là-dessus et c'est un point qui, du coup, va nécessiter plus d'investissement et plus de moyens humains pour le faire, etc., etc., etc. Guy Ferré. Oui, je voulais poser un peu la même question que mon prédécesseur, donc je vais la préciser. Vous avez beaucoup parlé d'éolien, pas du tout d'hydroélectricité. Est-ce qu'il y a encore du potentiel pour faire de nouvelles installations ou pour augmenter la puissance de ce qui existe? Et puis, je suis un peu frustré sur le solaire, la biomasse, etc. Parce qu'il n'y a pas que l'éolien. Alors, est-ce que le solaire et la biomasse, dans votre esprit, ça restera epsilonesque? Voilà. Et puis, j'ai une deuxième question. Finalement, je n'ai pas compris la réponse à la question qui fait le titre de la conférence. Donc, j'aimerais bien que vous, même si vous n'allez pas répondre oui ou non, que vous posiez en synthèse les 2-3 trucs importants qui aideraient à répondre à la question. Par exemple, est-ce que la loi d'accélération va accélérer, etc. Bon. Je peux commencer sur la partie solaire et hydraulique. Alors, effectivement, alors, le solaire, c'est un composant essentiel de la transition énergétique dans beaucoup de pays. Et donc, effectivement, on se focalise beaucoup sur l'éolien parce qu'il a créé aussi, ce que disait M. Juria, beaucoup de crispations politiques. Le solaire fait beaucoup moins de débats, tant mieux. Néanmoins, il demande aussi des espaces, etc. Donc, il y a quand même des enjeux territoriaux qu'il faut relever quand on développe un parc solaire. Néanmoins, alors, est-ce que ça restera confidentiel? La réponse est non. Au contraire. En termes de développement, quand on regarde le développement aujourd'hui historique et celui qui est prévu dans les lois de programmation énergétique, on est à peu près, alors si on parle de la France, on est à 4-5 gigas par an et on espère rester sur cette trajectoire-là. Si on regarde le solaire, on est à peine à 1 giga aujourd'hui. Il faudrait qu'on passe justement à environ 5 à 7 gigas par an quand on regarde les derniers chiffres de RTE. Donc, il y a une accélération massive qui va exister effectivement pour le photovoltaïque. Le photovoltaïque, en plus, un avantage, c'est qu'en termes de prévisibilité, il est quand même
excellente, puisqu'on sait à peu près sur un point dans le globe à quelle heure se lève le soleil et à quelle heure il se couche, avec une assez bonne précision. Donc il faut de la surface. Mais il faut de la surface. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, les questions d'agrivoltaïsme et cette question, en fait, de trouver des synergies avec les territoires, avec les gens qui ont de la surface, du foncier, et évidemment, les agriculteurs en font partie. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'opposer souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire. Il faut que les deux aillent de pair. Je pense qu'on en est également assez tous convaincus. Concernant l'hydraulique, alors l'hydraulique, c'est un peu plus compliqué parce que l'hydraulique, le potentiel a, je dirais presque par définition, une part qui est relativement limitée. Alors après, c'est des questions d'équation économique. Donc effectivement, l'hydraulique, les gisements, on va dire, hydrauliques faciles, ils en sont exploités depuis des décennies et des décennies dans les Alpes, dans les Pyrénées, etc. La question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des nouvelles équations économiques qui peuvent fonctionner et qui vont faire que le fil de l'eau, etc., peuvent être rentables. Alors, plus que jamais, ça serait une question de visibilité parce que les CAPEX, les montants à investir dans l'hydraulique sont quand même assez colossaux et donc ça demande évidemment encore plus que n'importe quelle technologie, beaucoup de visibilité. À propos, dans les auditions des présidents d'EDF et responsable du CEA, il y avait une chose qui fâchait beaucoup, c'est la mise en concurrence des barrages. Où est-ce que ça en est? C'est l'Arlésienne, en fait, c'est la gauche européenne. C'est-à-dire que l'idée, c'est l'Europe veut imposer ça. Mais de remettre en concurrence des concessions hydrauliques qui sont détenues par des grands acteurs majeurs français. Mais pour l'instant, ça n'a toujours pas eu lieu, puisque… Enfin, j'ai compris que ça pouvait être catastrophique si on mettait en concurrence, parce qu'on ne peut plus réguler comme avant. Enfin, c'est catastrophique du point de vue d'EDF. L'outil hydroélectrique a un grand rôle dans la stabilité du système électrique aussi. Donc, je suis d'accord avec vous. Après, il n'y a pas que ces gros barrages, il y a des petites centrales microélectriques. Les microcentrales électriques, moi, j'ai travaillé pour beaucoup de clients qui développent ce type de petites centrales, sauf que ça devient encore plus on va dire, un parcours du combattant que le développement de parcs éoliens. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des règles européennes qui sont très drastiques sur l'aspect de la continuité écologique. Et donc, on va dire, tous les équipements qui pourraient permettre en fait de permettre à la biodiversité d'être préservée et aux poissons de pouvoir passer au-dessus d'un barrage renchérissent énormément les coûts de développement de ce type d'actifs, et les administrations sont quand même sont pas vraiment favorables à ce type d'actifs, malheureusement, puisque dans les moulins, on en a dans toutes les campagnes. La carte de Cassini, elle mentionne les plus vieux moulins français qui aujourd'hui sont fondés en titre et peuvent et bénéficient pour beaucoup d'un droit imprescriptible, mais sauf que l'administration aujourd'hui, elle n'est pas forcément encline à toujours reconnaître ces vieux actifs qui pourraient être remis, enfin rénovés et produire des produits d'électricité renouvelables. Voilà, c'était sur le point des petites centrales où on pourrait faire des choses, mais ça va être compliqué avec la réglementation européenne. Il y a une question sur le titre. Sur le titre, alors une tentative. Oui, à 3 conditions. La première, c'est qu'il faut un message politique extrêmement clair sur le fait que les énergies renouvelables sont essentielles à l'atteinte de la neutralité carbone et aux questions de souveraineté énergétique, de compétitivité, etc., et que ce n'est pas un amuse-bouche énergétique. C'est une composante essentielle d'un bouquet énergétique en France, notamment si on veut décarboner. Ça, c'est un premier point. Et je ne suis pas sûr que ce soit si clair que ça dans l'esprit des Français, ni si clair que ça dans l'esprit du politique, et dans tous les cas dans son message. Donc, tous les travaux de RTE maintenant sont assez clairs là-dessus. Il faut qu'ils se transforment en un message politique clair. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les mesures qui sont dans la loi d'accélération, il y a objectivement des mesures qui vont aider à accélérer. Ce qu'on disait sur le raccordement est assez net, hein. Alors, ça va prendre un certain temps avant que ce soit mis en œuvre, mais c'est des choses qui vont montrer leurs effets à partir de la deuxième partie de la décennie que l'on a devant nous, donc entre 2025 et 2030, et c'est plutôt une bonne chose. Et la dernière chose qui est essentielle si on veut tenir cette notion d'accélération, c'est qu'on doit recréer, et c'est la conclusion
un élément qui m'a marqué dans les GT de cet été sur la loi de programmation énergie-climat, qui a changé de nom entre-temps, mais bon, c'est qu'il faut qu'on recrée de la confiance énergétique. C'est-à-dire qu'on sort de 20 ans où vous prenez tous les objectifs de politique publique dans toutes les composantes de la politique énergétique française, du côté demande et du côté offre, aucune n'a été tenue. Le citoyen, il n'est pas idiot. En fait, au bout d'un moment, il s'en rend compte. Et il dit, ah bah ouais, on a encore des gens qui nous ont dit qu'on va faire X% d'économie d'énergie dans le bâtiment, X% d'économie d'énergie dans l'agriculture, et puis qu'on va développer telle filière à telle vitesse. Oui, mais Si on n'arrive pas à réconcilier, Oui. si on n'arrive pas à se dire, allez, dans cette décennie-là, en fait, ce sont des objectifs que l'on suit, que l'on monitore et que l'on atteint, on va créer un levier de déconfiance énergétique. Et donc, du coup, tous les messages d'accélération ou de ralentissement, en fait, n'auront plus de portée. Les gens ne les entendront plus. Mais en même temps, quand on pense aux dernières élections présidentielles entre l'extrême droite qui disait on veut plus d'éoliennes et la gauche qui dit on veut plus de nucléaire, avec pas mal d'écoute de la population de ces deux messages, on se dit que ça va pas être évident d'avoir une politique ferme et stable. Moi, je pense qu'il est important de finir ces phrases, y compris quand on est un politique. Donc, en fait, l'extrême droite disait, moi, je ne veux plus d'éoliennes et je m'assois sur le changement climatique. Donc, finissons. Si le deal politique, c'est ça, allons-y. Si les gens sont d'accord pour s'asseoir sur le changement climatique et ne pas tirer d'éoliennes et derrière toutes les énergies renouvelables, parce que si vous suivez ça avec attention, en fait, c'est toutes les énergies renouvelables qui sont tirées, ça se voit. Et la gauche disait, moi, je veux plus de nucléaire, je crois, c'est ça. Enfin, une partie de la gauche disait, je veux plus de nucléaire et surtout, je veux que tout le business énergétique soit public. C'était ça la fin de l'histoire. Ouais. Donc, il est important, y compris quand on a un politique et qu'on s'exprime sur les questions, de finir ces phrases. Et c'est ça, enfin, ça fait partie des choix à un moment donné, mais il est important de finir ces phrases dans ces moments-là. C'est pas je veux plus d'éoliennes ou je veux plus de ceci. C'est je veux plus et. Et le Très et, bien. il est important. Pablo Fraschetti, après ça vous. Oui, je voulais savoir, je pose une question dans ce contexte de disputes, contradictions entre centres de production et centres de consommation. Si dans le portefeuille de projets que vous gérez, s'il y a de la place à des projets où l'électricité n'est pas directement transportée, mais stockée, et je pense à l'hydrogène, et cela résoudrait en partie le problème du transport, et où elle se produit dans des zones à basse, très très basse, voire très très basse densité de population. Bon, moi, j'ai pensé tout de suite à mon pays, l'Argentine. Nous avons entre 2000 et 3000 kilomètres de côte devant l'Atlantique Sud avec des vents perpétuels où il n'y a personne. Densité de population, 1 demi-habitant par kilomètre carré. Donc, l'Argentine, ça fait loin. Je pense aussi, pourquoi pas, au nord d'Afrique, et où, je sais, sauf grosse erreur de ma part, il y a des projets actuellement concernant cet aspect de production, de stockage de l'énergie. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est, elle est évidemment extrêmement importante. Alors, pour répondre, oui, nous avons des projets et justement, on cherche à les développer, des projets qui permettent d'utiliser ce qu'on appelle, alors, dans le monde de l'hydrogène, c'est toute la nuance des couleurs. Il y a le gris, le bleu, le vert, etc. Donc là, ce à quoi on fait référence, c'est l'hydrogène vert. Et effectivement, c'est une solution qui peut être très prometteuse pour justement pallier la problématique de la distance entre des zones. Alors là, pour le coup, on ne parle plus de la France, on parle de zones qui sont effectivement très désertiques et le reste et les foyers de population. L'Australie, par exemple, on a fait un enjeu majeur de sa politique énergétique, puisque les besoins sur le marché australien sont relativement limités. Par contre, ils ont un potentiel de production extrêmement important. Et donc, c'est toute la mise en place de toute cette chaîne, justement. Alors,
potentiellement, j'avais pas en tête le Maroc, mais ça ne m'étonne pas non plus. Et donc, effectivement, il y a toute cette chaîne et cette logistique qui reste à construire. Aujourd'hui, le gaz, on arrive à le liquéfier, on le met sur du GNL. Demain, l'idée, ça sera de faire des hydrogéniers qui transportent, excusez-moi, l'hydrogène. Et juste pour terminer sur ce point-là, ça montre à quel point, et c'est pour ça que j'introduisais aussi là-dessus, il ne faut pas regarder la question énergétique sous le seul angle de l'électricité. C'est une réponse énergétique globale. Et donc, le gaz vert, vous parliez tout à l'heure de biomasse, mais il y a aussi donc, ce qu'on appelle le biogaz, etc., ou l'hydrogène, ou les e-fuels, sont des éléments qui sont essentiels à la décarbonation du système énergétique. Effectivement, énergie, électricité, ce n'est pas du tout la même chose. Et à propos de finir ces phrases, il y en a une, à mon avis, qui n'a pas été complètement terminée. On a parlé de partage de la valeur, et c'est toujours enthousiasmant au début, le partage de la valeur, parce qu'on va à des perspectives. Seulement, ça va jusqu'au démantèlement. Et là, qui paye? Mais le développeur, enfin même, c'est pas une nouveauté, ça fait quelques années que c'est en place. Le développeur doit constituer des garanties financières dès le début du projet. Donc, il fait faillite, il part à Acapulco, il part n'importe où, il y aura toujours l'assurance ou la caution qu'il aura mis en place à la Caisse des dépôts qui sera là pour venir démanteler le parc. Donc, Question? sur l'hydrogène, j'avais Oui, alors, allez, monsieur. Oui, merci, bonjour. J'avais une question. Mis à part les éoliennes, quelles seraient selon vous les énergies renouvelables qui seraient le plus financées par les obligations vertes et ou les obligations, les investissements verts? Merci. Dans le futur ou actuellement? Actuellement. Alors, bon, les obligations vertes, en fait, bon, ça répond à des critères de notation et après, certaines entreprises peuvent émettre des green bonds et donc vont chercher justement à financer un type de technologie plus qu'un autre, l'éolien, le photovoltaïque, etc. Pour être honnête, j'ai pas la répartition des green bonds par technologie, mais c'est c'est assez rare qu'elle soit uniquement fléchée sur un type de technologie. Souvent, quand un green bond est émis, il y a tout un panier de technologies, donc il y a du solaire, il y a de l'éolien, etc., qui font partie des projets qui sont derrière ce green bond. Bonsoir. Une courte question, comme on parle beaucoup du réseau et finalement d'une reconfiguration majeure du réseau électrique, est-ce qu'on parle du thème d'enfouissement des lignes? Parce que c'est quelque chose qui est moins développé, je crois, en France que par rapport à d'autres pays riverains. C'est quelque chose qui a été évoqué en Allemagne, justement avec le besoin d'évolution du réseau. Est-ce que c'est un thème qui a une résonance en France? Sur l'enfouissement des lignes électriques, c'est ça? Oui. L'enterrement. Alors, je ne sais pas. Je vais être très honnête, je n'ai pas forcément la réponse, mais intuitivement, je dirais que là encore, la décentralisation de la production va peut-être aussi, enfin, on aura besoin de plus de lignes, mais peut-être de moins forte intensité, enfin en tout cas on aura moins de besoin de très très haute tension, etc. Contrairement dans un schéma complètement centralisé où effectivement il y a des centres de production qui irriguent l'ensemble d'un territoire, où là on a besoin de lignes à très haute tension. A priori, la décentralisation de l'énergie et de la production fera qu'on a besoin de plus de lignes, mais de plus faible tension. Et effectivement, ça irait plutôt vers certainement plus d'enfouissement. Mais je reconnais c'est les limites. L'enfouissement ne coûte pas plus cher. C'est-à-dire que si on a beaucoup de réseaux et assez cher, ça va devenir cher. Alors, en fait, dans le schéma décennal de développement du réseau, donc, qui est le document cadre qui définit la stratégie d'investissement dans le réseau de transport et de distribution derrière, il y a des lignes dédiées à l'enfouissement, des lignes budgétaires dédiées à l'enfouissement de certaines lignes qui sont liées à deux grandes tendances, soit des programmes d'aménagement urbain. Si vous regardez par exemple ce qui se passe autour du Grand Paris, vous verrez qu'il y a des kilomètres de lignes entiers qui sont enfouis pour permettre le développement des nouveaux quartiers associés à ce nouveau réseau de transport. Donc ça, c'est des programmes qui sont très coûteux. Vous allez vers Orly, Antony, tout ça, ça coûte des dizaines de millions d'euros. Et ou pour des raisons environnementales dans d'autres secteurs. Donc là, vous avez déjà cette politique de fond d'enfouissement conduite par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Et ensuite, effectivement, quand vous décentralisez,
vous devez passer à côté d'une ferme, etc., etc. Effectivement, l'enfouissement est un chemin. C'est un chemin, mais c'est plus coûteux que Alors, une ligne. sur les réseaux de transport, oui, c'est coûteux. Enfin, quand vous regardez mais c'est coûteux, mais j'allais presque dire, moi, je trouve que, alors, ça nous éloigne un peu des énergies renouvelables, hein, mais l'exemple du Grand Paris est vraiment parlant pour ça. C'est coûteux, mais en fait, vous ouvrez des espaces à de l'aménagement urbain et donc, en fait, vous valorisez des espaces qui étaient complètement fermés et vous retrouvez une économie comme ça, en fait. Ça dépend où où c'est, en fait. J'avais une question rapide qui a été abordée par le monsieur, je crois, de l'Argentine. C'est concernant effectivement l'objectif de décarbonation et de développement des énergies vertes. Comment la France, les entreprises françaises se situaient par rapport au continent africain? Je pose cette question parce qu'il y a la proximité déjà par rapport à d'autres zones dans le monde et puis le potentiel, que ce soit sur l'électricité justement et l'hydrogène vert. Je prends l'exemple des Allemands qui ont beaucoup investi en Namibie sur l'hydrogène vert qui va être au point d'ici 2026, je crois. Au Maroc également, il y a aussi le projet de Nour Ouarzazate, où également les Anglais sont aussi impliqués parce qu'il est question de transporter l'énergie solaire à travers des câbles. D'ailleurs, ce serait probablement le câble le plus long sous-marin. Et également Israël aussi qui propose des systèmes comparables depuis Chypre, etc. Donc, par rapport au continent africain, je pose la question parce que je travaille plus de ce côté-là, comment les entreprises françaises se positionnent par rapport à ces potentielles opportunités? Merci. Je comprendrai rapidement, mais alors, je ferai un peu un parallèle hein, avec l'industrie, par exemple, des télécoms, où effectivement, bah, finalement, dans beaucoup de pays qui n'avaient pas de réseau complètement déjà construit, bah, c'est la même chose pour l'énergie, c'est-à-dire que ce sont des terrains assez vierges et sur lesquels, effectivement, on a la possibilité de tout de suite construire un réseau électrique et un système de production qui est en adéquation avec justement les enjeux environnementaux. Et donc, ça veut dire qu'on peut passer directement à l'étape d'après et effectivement construire. Et c'est pour ça qu'il y a des projets solaires notamment, mais pas que, dans beaucoup de pays d'Afrique. Là encore, la décentralisation de la production d'énergie est quand même quelque chose qui est extrêmement appréciable quand vous avez des populations qui peuvent être isolées ou pas forcément à proximité de grandes infrastructures qui coûteraient cher à développer sur des milliers de kilomètres. Vous pouvez apporter l'énergie au plus près de la population et donner accès à cette énergie. Alors souvent, il faut le compléter dans ces cas-là pour avoir l'adéquation évidemment du profil de consommation et du profil de production avec des systèmes de stockage d'électricité, type batterie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement de plus en plus développé. C'est effectivement, on ajoute un parc solaire, on peut ajouter un système de stockage par batterie. Je donne des cours dans une école du Maroc, d'ingénieurs du Maroc, EMIN. Et cette année, les élèves sont très, très nombreux à avoir travaillé sur l'hydrogène vert parce que le Maroc est réputé avoir des chances extraordinaires parce qu'il y a du vent, du soleil et de la place. Donc, l'hydrogène vert, c'est comme une évidence. Sauf que quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a deux problèmes. Un problème, comment transporter l'hydrogène vert du lieu où on le fabrique au lieu où on le consomme. Alors, évidemment, en Afrique, au Maroc, on vise l'Europe. Alors, il y a deux manières auxquelles on pense. C'est un, les pipelines, mais c'est quand même pas rien. Et deux, transformer l'hydrogène en ammoniac et le transformer en bateau. Mais dans un cas, il faut construire des pipes. Dans l'autre cas, il faut équiper des ports. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que, en fait, les industriels disent alors, on peut se lancer dans l'hydrogène vert si l'État fait les infrastructures qu'il faut. Et l'État dit je me lance. Bon, bref. Il y avait l'idée qu'en 2026 ou 2027, il y aurait plein d'hydrogène vert. On s'aperçoit que ce n'est pas si réaliste que ça. En fait, les problèmes d'intendance, de logistique, de réseau et de transport sont très, très lourds. À moins que vous soyez vrai. Non, et en plus, quand on transforme de l'énergie, je pense qu'au sein de cette vénérable institution, tout le monde sera d'accord, quand on transforme de l'énergie, il y a du rendement qui est forcément inférieur à 1 et donc on perd en ligne.
Juste ajouter deux petits points sur l'Afrique et les entreprises françaises. Le premier parc éolien africain au Maroc a été développé par le bureau d'études de la Compagnie du Vent, donc une de vos filiales. Mais c'était dans les années 80, le parc éolien de Al-Baïda, près de Tétouan. Et il y a eu pas mal d'appels d'offres qui ont été lancés ces dernières années, que ce soit sur l'éolien par l'Office national de l'électricité ou par Mazen, l'agence solaire marocaine, et qui a lancé des projets que vous évoquiez, le projet Nour, sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. Donc, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont répondu à ces appels d'offres, que ce soit en tant que partenaire d'une autre société. Je crois que c'est Aqua, un consortium saoudien, qui a remporté une grosse partie des appels d'offres pour le projet solaire Nour, mais EDF a je crois, a eu quelques morceaux d'appels d'offres d'une sous-partie de Nour. Et après, pour tous les projets éoliens, tous les acteurs français répondent. Il y en a certains qui sont sélectionnés, mais enfin, en tout cas, c'est un pays le Maroc et après plus largement l'Afrique, c'est vraiment un continent qui est regardé pour l'énergie de demain. Hein. Alors, je ne voudrais pas vous laisser partir avant de m'éclairer sur les zones d'accélération. Qu'est-ce que c'est les zones d'accélération? C'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est un nouveau concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les zones d'accélération suffiront à accélérer Alors d'abord, c'est quoi? Alors, une zone d'accélération, c'est issu de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Sont des zones dans lesquelles il est décidé d'accélérer particulièrement rapidement le développement des énergies renouvelables par l'accélération des durées d'instruction, par l'accélération de la procédure du traitement de l'instruction et le raccourcissement des durées d'instruction. Et on va voir après comment ça va être mis en place. Après, il y aura aussi un salut hors des zones de développement, d'accélération. C'est-à-dire qu'on pourra quand même développer des projets hors de ces zones. Après, il faudra qu'il y ait un comité de projet qui doit être mis en place avec toutes les parties prenantes pour pouvoir mettre en place un certain nombre de conditions à respecter. Il y aura des zones d'exclusion qui pourraient être mises en place également. Des projets éoliens, les projets d'énergie renouvelable pourront être interdits. Et dans les zones, deuxième point, l'avantage de ces zones d'accélération, c'est qu'il y aura un référent préfectoral qui sera en fait l'interlocuteur unique des développeurs dans leur relation avec l'administration. Et si c'est réellement mis en place et que ça fonctionne, je pense que ça pourra être un réel élément qui pourra changer la donne dans le développement. Mais c'est à l'avenir de nous le dire. Je serais curieux de savoir si ça donne confiance à François Hirnard et Michel Georgia. Pour le coup, les zones d'accélération, effectivement, sont un point majeur de cette loi. Nous, on pense qu'elles ont énormément de vertus. Elles auront le mérite aussi d'ancrer encore plus qu'aujourd'hui le débat dans les territoires, puisque ça sera de la responsabilité aussi, et ça sera en forte concertation avec justement les collectivités territoriales. Après, il ne faut pas que Qu'est-ce que ça change sur les procédures? Est-ce que c'est plus les mêmes tribunaux qui sont... les procédures sont différentes? Les services qui vont instruire les dossiers de demande d'autorisation environnementale, je pense qu'ils vont recevoir des instructions pour accélérer la revue, les demandes de pièces complémentaires, les allers-retours entre différents services, la consultation de la DGAC, de toutes Mais les tribunaux et tout restent les mêmes. Ah oui, et puis la durée du contentieux sera la même. Le droit s'applique toujours. Mais néanmoins, et je pense que c'est le point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est prévu par la loi, il faut qu'elle soit mise encore en place. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement implémenté, et c'est pour ça qu'il est très important que ces zones d'accélération ne soient pas des zones exclusives. Parce que le temps que ça se mette en place, on ne peut pas se permettre, vu l'urgence climatique, vu l'urgence énergétique, d'attendre la mise en place de ce type de zone. Donc, c'est un signal positif très fort, mais évidemment, il ne faut pas qu'elle soit exclusive. Peut-être juste un complément. Ça veut dire quoi qu'elle soit exclusive? Ça veut dire que en fait, vous n'avez le droit de développer des projets et d'installer des projets uniquement dans ces zones. Et ce n'est pas le cas. Et juste un point sur l'origine de ces zones, parce que c'est quand même politiquement, c'est toujours intéressant à avoir à l'esprit. Ces zones, c'est la réponse du Sénat, donc, qui représente les élus locaux, au projet de loi qui leur a été présenté, puisque le projet de loi qui leur a été présenté au début introduisait un droit de veto des maires, qui disait en fait, moi, maire de la commune X, j'ai le droit de dire oui ou non à tel projet qui arrive sur mon territoire. Bon. Et le Sénat a dit mais non,
Non, non. Nous, les associations d'élus locaux avec lesquels on travaille, etc., les élus locaux nous disent, mais en fait, on ne veut pas de droit de veto. Par contre, on veut être impliqué dans la planification énergétique territoriale, puisqu'on a compris, notamment dans les territoires ruraux, qu'on allait être le territoire sur lequel il y a de la ressource et qu'une bonne partie des infrastructures de production qui vont être associées à ça vont arriver chez nous. Donc, on veut avoir notre regard sur où, comment, pourquoi, quelle redistribution, etc., etc. L'ADN de ces zones d'accélération, c'est ça. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure sur la répartition de la valeur, c'est une forme d'institutionnalisation de l'implication en amont des élus locaux dans le processus de planification énergétique territoriale. Il faut leur donner leur chance. Et je vous remercie pour cette participation et des questions.